est quotidienne, celle de mesurer. Mesurer l'accélération, le déplacement, l'effort, le temps, mesurer la pression, le poids, la déformation, le positionnement. Les collisions frontales provoquent chaque année sur la route 47% des morts et 69% des blessés graves. Aujourd'hui, à l'Hardy, c'est d'un choc frontal qu'il s'agit. On appelle cela un tir. Le tir 4629 sera un tir avec choc avant gauche, réalisé moteur à chaud sur un véhicule de type Mégane. Ce tir est mené par Jean-Luc, assisté de François et Philippe. Il est le pilote de l'essai. C'est son tir. 250 heures de travail auront été nécessaires pour le préparer. Pour les mesures d'accélération et de déplacement, une soixantaine de capteurs sont installés sur l'ensemble de la structure du véhicule. D'autres capteurs, installés sur le trajet du véhicule, vérifieront la vitesse avant l'impact. L'ensemble des informations recueillies par ces capteurs seront transmises en temps réel à l'ordinateur qui les analysera. Chaque élément de la voiture a été peint d'une couleur différente. Des mires en forme de damier sont collées sur le véhicule. Coloration et mire permettront d'étudier les déformations de la tôle après le choc. Sur le véhicule, nous repérons différents points à l'aide de numéros. Ces points sont repérés après avec un coup de pointeau pour pouvoir, grâce à l'appareil de cotation 3D, prendre des mesures précises. Donc avec cet appareil, nous mesurons les différents points de cotation. Et on fait la même chose après choc pour pouvoir faire un différentiel et savoir de combien ça s'est enfoncé. Rien n'est laissé au hasard. Le réservoir de la voiture est rempli d'eau colorée afin de détecter les fuites éventuelles à l'issue du crash. Le tir ayant lieu moteur tournant à chaud, on rajoute également un réservoir blindé de 5 litres de carburant dans le coffre du véhicule. Ainsi, la mesure des informations se fera à tous les niveaux. Les parties supérieures et inférieures du moteur, la boîte de vitesse, le berceau support moteur et la structure du véhicule. On testera également le bon fonctionnement des airbags. Voici HH33 et HH34, comprenez humanoïdes hybrides. Ces mannequins, simulant des êtres humains, sont eux aussi truffés de capteurs reliés à un ordinateur. Pour le tir 4629, chaque mannequin est équipé pour enregistrer et mesurer 75 paramètres. Tête, bassin, thorax, cou et fémur. Le comportement des mannequins au moment du choc sera entièrement analysé. Les têtes sont talquées, du rouge à lèvres est appliqué pour détecter d'éventuels chocs et impacts. Leur positionnement est rigoureusement repéré afin de reproduire ultérieurement le tir dans les mêmes conditions. Conformément aux normes UTAC, le véhicule est pesé pour l'homologation des essais. Dernière étape avant le tir, les ingénieurs de l'Hardy mettent en place 8 caméras qui vont filmer l'impact sous tous ses angles. Les caméras qui tournent à 1000 images par seconde permettront de disséquer le choc image par image. L'heure du tir est proche. Le véhicule est amené à 86 mètres du point d'impact. Les 1200 chevaux de la catapulte qui va propulser le véhicule à 56 km/h contre le mur sont prêtes à entrer en action. Le décompte peut commencer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Pressé de mettre à profit cette longue et minutieuse préparation, Jean-Luc et son équipe mesurent immédiatement les premiers résultats. Puis vient le dépouillement des données enregistrées par l'ordinateur. Le tir 4629 est terminé, l'analyse peut commencer. Eux comme enfants. La route synonyme de danger pour beaucoup d'enfants. En 1992, plus de 81 000 enfants ont été blessés en Europe, 1196 ont trouvé la mort. Pourtant, depuis le 1er janvier 1992, il est obligatoire d'attacher les enfants de moins de 10 ans en voiture. Une loi trop souvent ignorée par les parents. Résultat, en cas d'accident, les conséquences sont lourdes. Dans la grande majorité des cas, ces enfants présentent des lésions au niveau de la tête, qu'il s'agisse de lésions cérébrales ou de lésions de la face.
Ensuite, il va falloir faire une différence entre les enfants qui sont ceinturés et les enfants qui ne portent pas de ceinture. Ceux qui ne portent pas de ceinture présentent dans 40% des cas, ce qui est important, des lésions au niveau des membres inférieurs, membres supérieurs. Lorsque l'enfant est ceinturé, ce pourcentage redescend aux alentours de 15%. Mais dans les deux cas, on retrouve des lésions au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, lésions qui peuvent être très graves, lésions hépatiques, lésions de la rate, lésions du pancréas et quelques lésions au niveau du bassin. La sécurité, Renault s'y intéresse depuis plus de 30 ans. Médecins et ingénieurs travaillent main dans la main. Ils ont observé, reconstitué et analysé très tôt toutes sortes de collisions. C'est l'époque des premiers essais de choc qui permettent déjà de mesurer le comportement des véhicules en situation extrême. Petit à petit, ces équipes ont réussi à mieux comprendre les conséquences des chocs subis par l'adulte. Mais la sécurité de l'enfant restait un problème. Il y a encore 4 ans, la connaissance dans ce domaine était somme toute limitée. Sur ces 14 000 cas réunis en 25 ans, nous avons beaucoup de cas d'enfants non protégés, mais nous n'avons que 40 cas d'enfants qui utilisaient un système de protection, ce qui était vraiment fort peu. D'où l'idée de dire, eh bien, si tout seul on n'y arrive pas, mettons-nous au travail avec tous ceux qui voudront coopérer avec nous, et ce fut la proposition de créer une task force internationale pour améliorer les systèmes de retenue pour enfants. Apporter des réponses concrètes aux problèmes de la sécurité des enfants, c'est l'objectif de ce groupe de travail mis en place par Renault. Chercheurs, accidentologues, médecins et constructeurs étudient ensemble les réactions de l'enfant en voiture. Les mannequins sont bien sûr des outils indispensables à leur recherche. Nous apprenons différentes choses avec chaque mannequin. Chacun d'eux est étudié pour faire des mesures différentes. J'ai près de moi l'un des plus perfectionnés. Ce mannequin est doté de capteurs d'accélération dans la tête, de détecteurs de charge dans le cou. Il y a d'autres capteurs d'accélération dans sa poitrine. Il a aussi des indicateurs de charge dans les épaules et dans l'entrejambe. Nous pensons que les conditions sont assez fidèlement reproduites. Nous pouvons modifier les mannequins de manière qu'ils se comportent exactement comme un enfant projeté dans une certaine direction. Mais cela implique la connaissance de données biomécaniques très spécifiques sur les enfants qui sont assez difficiles à trouver. Un enfant est quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est absolument pas un adulte en taille réduite. Il a une morphologie particulière, il a des rapports de masse qui sont différents de l'adulte, il a une tête beaucoup plus importante proportionnellement à l'adulte. Donc évidemment, tout ce qui est vibration, eh ben, il a un petit cou qui est très peu musclé, donc il va avoir à maintenir cette tête pour des vibrations, pour des sollicitations importantes. Au cours d'un choc violent, chaque partie du corps de l'enfant est étudiée avec précision. Le logiciel que j'utilise a permis de numériser des images prises lors du crash test. On analyse le mouvement du siège dos à la route dans le véhicule. On peut voir ici le véhicule sur le siège dos à la route, sur lequel on a posé des mires, et le système permet la reconnaissance automatique de ces mires au cours du temps. Cette analyse permet donc de mieux appréhender le comportement du siège et du mannequin dans la voiture. La simulation mathématique viendra compléter l'analyse. Plusieurs paramètres pourront alors être étudiés à l'intérieur de la voiture, un système qui multiplie les essais en un temps record. Ces travaux ont permis de définir quelques règles simples pour une protection optimale. C'est le concept dos à la route. Pourquoi dos à la route? Parce qu'on s'est aperçu dans le groupe international sur l'amélioration des dispositifs de retenue enfant qu'il était important de protéger les enfants au moins jusqu'à 2 ans dos à la route. Des cas d'accident nous ont montré que des enfants qui étaient installés face à la route avant 2 ans avaient des lésions au niveau du cou. Donc on a été amené à créer ce dispositif dos à la route. Pourquoi? Parce que les efforts sont répartis tout au long de la tête et du corps de l'enfant, ce qui évite d'avoir des mouvements relatifs entre la tête et le thorax et limite les efforts et les contraintes qu'on peut avoir au niveau du cou.
Alors, ce principe est le même que celui réalisé chez les cosmonautes lors du décollage. Les charges sont très importantes et on répartit l'ensemble de ces charges sur le corps du cosmonaute pour diminuer les contraintes locales qu'on peut avoir au niveau du cou. Reste à familiariser l'enfant avec ce type de protection. Pas toujours facile de changer les habitudes, une question d'éducation en quelque sorte. Il est évident que si on n'a pas installé ce réflexe dès le départ, effectivement, les enfants ont un sentiment de non-liberté lorsqu'on leur met cette ceinture de sécurité ou qu'on les installe dans des sièges. Donc il est très important de dire pourquoi nous on le fait et de le faire tout le temps en tant que parents, et puis ensuite de leur expliquer pourquoi c'est important pour eux. « 2 février 1991, 15 heures. Sur la Nationale 45 en Suède, un break Volvo avec 4 passagers. À l'arrière, 2 petites filles de 4 et 6 ans sont retenues par des dispositifs de sécurité. En place avant, un petit garçon de 3 mois est installé dans un siège dos à la route. Göteborg, février 92, le centre d'essai Volvo. La voiture a heurté un contrefort de béton à plus de 70 km/h. Malgré l'extraordinaire violence du choc, aucune lésion grave n'a été constatée chez les occupants. L'accident a été reconstitué dans ses moindres détails. Il permettra à un groupe d'experts de mieux comprendre l'effet des chocs sur les enfants et d'évaluer le rôle que les dispositifs de sécurité ont pu jouer au moment de l'impact. And this shows that the reconstruction is good also from this point of view. See, there is a point of the impact, and the impact is not on the headrest. I don't think so. The rebound is not very strong. You see there? Yeah. There is the impact. Yeah. Oh yeah, you see the seatbelt is taking care of the children very good. And now the infant seat is... No submarining. No submarining, no. Ces experts venus de différents pays appartiennent au groupe d'action international pour l'amélioration des dispositifs de retenue d'enfants. Depuis plus de 30 ans, plusieurs laboratoires dans le monde travaillent activement sur le thème de la sécurité des adultes en voiture. Ces travaux ont permis de réaliser des progrès importants dans ce domaine. Cependant, jusqu'à une date récente, l'étude des problèmes liés à la sécurité des enfants n'avait pas fait l'objet de recherches approfondies. Aujourd'hui, nul ne peut contester la nécessité de protéger un enfant dans une voiture, quel que soit son âge. Or, il existe très peu de données significatives pour évaluer l'efficacité réelle des dispositifs de retenue d'enfants utilisés. Pour combler cette lacune, dès 1989, le docteur Tarière, responsable du département sécurité et environnement de Renault, lance un appel aux chercheurs du monde entier qu'ils mettent en commun leurs travaux. 18 experts, universitaires, chercheurs, accidentologues, médecins, constructeurs répondent avec enthousiasme à la proposition de Renault. Ainsi naît le groupe d'action internationale pour l'amélioration des dispositifs de retenue d'enfants.
test is a three-year-old size, and is the dummy that we use in the United States to certify child restraint. And in Canada, we would recommend this type of seating for use with children above 20 kilograms. Below 20 kilograms, we would prefer to see the children in a seat that would have straps. We have 7 vertebrae. Here you see the first is a ring fixed on the head. Only this bolt fixed and reduce the relative movement that it is not possible to cut the spinal cord. In the first one, the child was put in the restraint with all of the restraint done up correctly with the shoulder harness on firmly, etc. La seule condition d'accès à ce groupe de travail était de disposer d'un fichier de cas d'accident impliquant des enfants retenus par des dispositifs de sécurité. Après une analyse systématique de plusieurs centaines d'accidents, seuls les plus intéressants furent retenus pour être reconstitués. Come directly against this wall, a corner of a farm. The car stopped not far from the impact point. In this case, 6 months old children was involved. Paris, février 92. On prépare une reconstitution d'accident. The child seat was installed in the right rear and fitted with a retractor 3-point. Première constatation, le siège utilisé était inadapté à l'enfant, un bébé de 6 mois. Compte tenu de son âge, il aurait dû voyager dos à la route. Conséquence du choc, le petit garçon est maintenant tétraplégique. La reconstitution scientifique de l'accident permettra de mieux comprendre les effets du choc subi par l'enfant au niveau des vertèbres cervicales. La mise au point de mannequins biofidèles, d'enfants et de bébés est nécessaire pour comprendre les différents phénomènes intervenant au moment du choc et identifier en particulier les seuils de tolérance des enfants. Allez, c'est parti. Pour les besoins de l'essai, Kathleen Weber a apporté de l'Université de Michigan un capteur spécial unique en son genre. Installé au cou du mannequin, il permet d'étudier avec précision les effets subis par les vertèbres cervicales au moment du choc. Il n'a pas de problème, il a. Donc, 270. 70 cm. Au principe, c'est l'air collège. 70. Mais tu l'avais pris en. Normalement, je l'avais fait. Alors, 270 comme ça. Ah non, il n'y en a pas assez. D'accord, d'accord. Le choc s'est produit à une vitesse de 58 km/h. La mère, se retournant pour surveiller son bébé placé à l'arrière face à la route, a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu heurter de plein fouet un angle de mur. Il y avait un impact juste La reconstitution permet de mettre en relation les mesures effectuées lors de l'essai avec les lésions observées sur l'enfant lors de l'accident réel. Et le siège, il est pas mal. And do you know the position of the front seat? Where's the buckle? Can we see? Okay. He's not, well, the buckle is not getting very high. It's in the middle somewhere. No, but he's bending around his upper chest, so. Des études en laboratoire compléteront la reconstitution. L'enfant n'est pas un adulte en réduction. Sa tête, en particulier, est proportionnellement plus lourde que celle d'un adulte, alors que le cou est plus fragile. D'autres tests sont effectués pour comparer le système de retenue avec d'autres dispositifs, tout en faisant varier leur disposition dans le véhicule. Ils contribuent aussi à imaginer d'autres systèmes, plus performants, plus efficaces.
La transformation des données biomécaniques en modèles mathématiques permet de simuler fidèlement les chocs et ainsi de multiplier les essais en un temps record. Now we are going to validate this model with a comparison with a real crash test. We can have all sorts of parameters. So you can validate it yes. with the accelerations as well. Yes. So here you can see the bench. Here are extra straps in order to avoid... Tous ces essais apportent des réponses concrètes aux problèmes de la sécurité des enfants en offrant notamment une évaluation précise des systèmes de retenue. Les résultats qui sont mis à la disposition de tous font apparaître 3 grands principes de protection optimale. Pour les bébés de moins de 2 ans, utiliser des dispositifs de retenue prévus pour être installés dos à la route, ce qui limiterait les effets d'un choc sur les vertèbres cervicales. Pour les enfants à partir de 4 ans, utilisant les ceintures de sécurité prévues pour les adultes, faire appel à des rehausses qui, tout en offrant un meilleur confort, éviteraient le phénomène dit du sous-marinage. Le bassin de l'enfant n'est pas encore formé. Il offrira donc moins de prise au dispositif de retenue que celui d'un adulte. Sous l'effet d'un choc, il arrive que le bassin glisse sous la ceinture, c'est le sous-marinage. La pression exercée par la ceinture peut alors avoir des conséquences dramatiques. Pour les mêmes raisons, il convient de n'utiliser la ceinture de bassin en place arrière qu'impérativement associée à un dispositif de type bouclier qui, lors d'un choc, répartira les efforts sur une surface plus large. Mais les enfants doivent aussi, dès le plus jeune âge, être familiarisés avec les systèmes de protection, car leur bonne utilisation est avant tout une question d'habitude. Des constructeurs comme Renault et Volvo proposent d'ores et déjà des dispositifs intégrés sur certains modèles de leur gamme. Avec ces études, une nouvelle philosophie voit le jour dans l'automobile pour que les voitures soient aussi celles des enfants. Berlin, février 92. À l'université de technologie, on procède à un nouveau test. Il s'agit là d'une Volkswagen qui a percuté un autocar à une vitesse de 35 km/h. Une petite fille âgée de 23 mois était installée dans les mois qui viennent, dans d'autres pays, dans d'autres laboratoires, d'autres reconstitutions seront réalisées. Toutes les conclusions seront communiquées à la communauté internationale. Née en automne 89, cette véritable chaîne de solidarité a déjà obtenu des résultats importants. Ces femmes et ces hommes ont su montrer qu'en toute indépendance, au-delà des frontières et des différences culturelles, la sécurité des enfants pouvait être l'occasion d'une coopération sans précédent. D'autres les rejoindront. A comme accidentologie.
touchez pas aux blessés, monsieur, les secours arrivent tout de suite. Au revoir. Ok, c'est parti. D'accord. Christophe, Sylvain et Claire sont accidentologistes. Leur objectif, remonter le temps depuis l'impact vers l'après-collision. Que s'est-il passé 10 secondes avant le choc? Cette équipe pluridisciplinaire est composée de 3 personnes, travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales. Police, gendarmerie, pompiers, hôpitaux, services de l'équipement. Ils sont en astreinte au bureau ou à leur domicile, de jour comme de nuit, se tenant en alerte, prêts à intervenir. Leur rayon d'action, 30 km. Et ils n'ont que 20 minutes maximum pour se rendre sur les lieux de l'accident. Passé ce délai, la plupart des informations précieuses auront disparu. Claire, psychologue, mène les entretiens avec les usagers impliqués et les éventuels témoins. Elle recueille le récit spontané des circonstances de l'accident, note l'état physique et psychologique du conducteur, interprète la situation accidentogène. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Sylvain, technicien rompu au problème de la sécurité active et passive, recueille toutes les informations liées au véhicule. Il réalise des prises de vue photographiques à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules, relève leurs caractéristiques et leur état général, la position des commodos, du levier de vitesse. Il vérifie la pression et l'usure des pneumatiques, la charge du coffre. Christophe est chargé des questions relatives à l'infrastructure, mais aussi aux travaux de reconstruction dynamique sur logiciel spécialisé. Il photographie les positions des véhicules, les obstacles heurtés, relève l'état de surface et la nature des revêtements de la chaussée, évalue le trafic et ses perturbations éventuelles. Des éléments recueillis à chaud, une première synthèse sera tirée. Mais notre équipe n'en reste pas là. Le long et minutieux travail de reconstruction ne fait que commencer. Claire va se rendre à l'hôpital pour compléter les informations recueillies lors de l'accident. Sylvain, chez le garagiste, effectue une description approfondie du véhicule afin de compléter les premiers relevés sur site. Christophe, de retour sur le lieu de l'accident, mesure les pentes, le dévers, le rayon de courbure, la configuration des intersections et met en évidence les éventuels masques à la visibilité. La reconstruction peut maintenant commencer. On connaît les profils des conducteurs, leurs témoignages. L'analyse des informations des 3 accidentologistes est confrontée. Peu à peu, comme dans un immense puzzle, les pièces se mettent en place, rendant possible la reconstruction cinématique et cognitive de l'accident. Le Lab a confié au César la réalisation de ces analyses détaillées d'accidents. La qualité du travail de ces équipes est maintenant, à l'initiative du Lab, étendue sur l'Europe, permettant ainsi de fournir aux constructeurs automobiles des études approfondies, outils indispensables à l'amélioration des automobiles de demain.
comme AIDA. Pour éviter le danger, l'idéal serait de pouvoir l'anticiper. C'est l'objet d'AIDA ou application pour l'information des autoroutes. Ce programme de recherche pour développer une interactivité voiture-route est un partenariat entre le gestionnaire d'autoroutes Cofiroute, CS Route et les constructeurs PSA, Peugeot, Citroën et Renault. Basé sur le système d'information ADAMS, développé par Renault et Cofiroute, le principe d'AIDA est simple. Faire communiquer les véhicules avec l'infrastructure routière, mais aussi entre eux. Le but, délivrer en temps réel aux automobilistes des informations relatives aux dangers qu'ils peuvent rencontrer. Exemple d'application. La transmission d'informations météorologiques depuis le poste central d'une autoroute. Utilisant la technologie de communication du télépéage, le système transmet ces données via les réseaux câblés ou les fibres optiques qui équipent déjà la plupart des autoroutes. Ces signaux sont ensuite envoyés aux véhicules par des balises de transmission placées environ tous les 10 km. Premier avantage, le système ne fournit de messages qu'aux automobilistes concernés. AIDA localise les véhicules automatiquement. Le conducteur n'est alerté qu'1 à 2 km avant la zone à risque. Sa vigilance n'a pas le temps de s'émousser. L'autre avantage, c'est que le véhicule lui-même peut émettre des informations, soit directement par l'intermédiaire du conducteur, soit automatiquement. Des capteurs enregistrant la vitesse, les coups de frein, la mise en marche des essuie-glaces en vitesse rapide, l'allumage des feux de détresse ou de brouillard transmettent via un transpondeur installé dans le véhicule des informations à l'ordinateur du poste central. Si plusieurs automobilistes allument leur feu en pénétrant dans une zone à faible visibilité, ces informations sont répercutées aux autres véhicules en amont de la zone. Prévenir d'accidents, de travaux, de mauvaises conditions météorologiques ou encore améliorer la gestion du trafic devient possible. La généralisation d'AIDA aurait un effet direct sur 20% des scénarios d'accidents sur autoroute. A, comme assistance à la conduite. Sur la route, l'imprévu oblige parfois l'automobiliste à réagir très vite. Et certains réflexes de conduite ne sont pas à la portée de tous. Aujourd'hui, Renault développe des systèmes électroniques d'assistance à la conduite. L'ESP et son dérivé, le contrôle dynamique de conduite évolution Renault. Démonstration. Une courbe prise à une vitesse un peu trop élevée sur une chaussée glissante. Le véhicule en bas de l'écran est équipé du système. Une technologie sophistiquée. Le système est capable de comparer la trajectoire théoriquement souhaitée par le conducteur à celle qui est réellement suivie. L'ESP mesure via des capteurs l'angle de braquage du volant et la vitesse du véhicule. Grâce à un autre capteur, il évalue l'accélération transversale et la vitesse de rotation du véhicule sur lui-même ou vitesse de lacet. Dès la détection d'un écart en cas de survirage ou de sous-virage, il se déclenche pour produire l'effet inverse, en créant une correction qui va ramener la vitesse de lacet réelle à ce qu'elle devrait être théoriquement. Pour cela, l'ESP agit en freinant une ou deux roues et joue sur le frein moteur. Dans le cas de sous-virage important, le contrôle dynamique de conduite mis au point par Renault déclenche le freinage automatique des 4 roues et réduit le couple moteur. Cette diminution de la vitesse permet d'augmenter encore l'adhérence pour mieux contrôler l'écart fait par le véhicule. Autre exemple, celui de l'obstacle à éviter. En rouge sur les côtés, le freinage déclenché sur les roues et au centre, l'action sur le frein moteur. Là encore, l'assistance électronique fait largement ses preuves. Pour les phases de démarrage, d'accélération ou encore la conduite sur neige, l'anti-patinage ASR complète les prestations du système. Des capteurs mesurent en permanence la vitesse de rotation de chaque roue et celle du véhicule. En théorie, les 5 mesures doivent être identiques.
Si l'une des roues perd de l'adhérence et patine, l'ASR impose une décélération ou un freinage jusqu'à ce que la motricité redevienne compatible avec le véhicule. Grâce à l'assistance électronique qui équipera prochainement les différents modèles de la gamme, la route pourrait devenir plus sûre. C comme choc. Durée du crash, 7 centièmes de seconde. Vitesse du véhicule, 56 km/h. Nombre de mesures enregistrées en temps réel, plusieurs milliers. En détruisant plus de 300 voitures par an, Renault permet à ses chercheurs de concevoir des véhicules encore plus sûrs. L'enjeu, protéger la vie. Les installations du centre d'essai de l'Hardy, en région parisienne, permettent de reconstituer la plupart des situations accidentelles réelles pour en étudier les conséquences sur le véhicule et ses occupants. Dans ce laboratoire, Aimé Le Calvé et son équipe ont une préoccupation commune et quotidienne, celle de mesurer. Mesurer l'accélération, le déplacement, l'effort, le temps, mesurer la pression, le poids, la déformation, le positionnement. Les collisions frontales provoquent chaque année sur la route 47% des morts et 69% des blessés graves. Aujourd'hui, à l'Hardy, c'est d'un choc frontal qu'il s'agit. On appelle cela un tir. Le tir 4629 sera un tir avec choc avant gauche, réalisé moteur à chaud sur un véhicule de type Mégane. Ce tir est mené par Jean-Luc, assisté de François et Philippe. Il est le pilote de l'essai. C'est son tir. 250 heures de travail auront été nécessaires pour le préparer. Pour les mesures d'accélération et de déplacement, une 60aine de capteurs sont installés sur l'ensemble de la structure du véhicule. D'autres capteurs, installés sur le trajet du véhicule, vérifieront la vitesse avant l'impact. L'ensemble des informations recueillies par ces capteurs seront transmises en temps réel à l'ordinateur qui les analysera. Chaque élément de la voiture a été peint d'une couleur différente. Des mires en forme de damier sont collées sur le véhicule. Coloration et mire permettront d'étudier les déformations de la tôle après le choc. Sur le véhicule, nous repérons différents points à l'aide de numéros. Ces points sont repérés après avec un coup de pointeau pour pouvoir, grâce à l'appareil de cotation 3D, prendre des mesures précises. Donc avec cet appareil, nous mesurons les différents points de cotation. Et on fait la même chose après choc pour pouvoir faire un différentiel et savoir de combien ça s'est enfoncé. Rien n'est laissé au hasard. Le réservoir de la voiture est rempli d'eau colorée afin de détecter les fuites éventuelles à l'issue du crash. Le tir ayant lieu moteur tournant à chaud, on rajoute également un réservoir blindé de 5 litres de carburant dans le coffre du véhicule. Ainsi, la mesure des informations se fera à tous les niveaux. Les parties supérieures et inférieures du moteur, la boîte de vitesse, le berceau support moteur et la structure du véhicule. On testera également le bon fonctionnement des airbags. Voici HH33 et HH34, comprenez humanoïdes hybrides. Ces mannequins, simulant des êtres humains, sont eux aussi truffés de capteurs reliés à un ordinateur. Pour le tir 4629, chaque mannequin est équipé pour enregistrer et mesurer 75 paramètres. Tête, bassin, thorax, cou et fémur, le comportement des mannequins au moment du choc sera entièrement analysé. Les têtes sont talquées, du rouge à lèvres est appliqué pour détecter d'éventuels chocs et impacts. Leur positionnement est rigoureusement repéré afin de reproduire ultérieurement le tir dans les mêmes conditions. Conformément aux normes UTAC, le véhicule est pesé pour l'homologation des essais. Dernière étape avant le tir, les ingénieurs de l'Hardy mettent en place 8 caméras qui vont filmer l'impact sous tous ses angles. Les caméras qui tournent à 1000 images par seconde permettront de disséquer le choc image par image. L'heure du tir est proche. Le véhicule est amené à 86 mètres du point d'impact. Les 1200 chevaux de la catapulte qui va propulser le véhicule à 56 km/h contre le mur sont prêts à entrer en action. Le décompte peut commencer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.
Pressés de mettre à profit cette longue et minutieuse préparation, Jean-Luc et son équipe mesurent immédiatement les premiers résultats. Puis vient le dépouillement des données enregistrées par l'ordinateur. Le tir 4629 est terminé, l'analyse peut commencer. C comme compatibilité. Comment éviter qu'en cas de collision entre deux véhicules de masses différentes, le plus léger ne subisse l'essentiel du choc? Sur la route, la moitié des chocs frontaux sont des chocs entre deux véhicules. Pour Renault, améliorer la compatibilité entre petites et grosses voitures représente donc un enjeu capital. En termes de mode de fonctionnement, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand on a un choc entre deux véhicules, l'énergie du choc soit répartie de manière équitable entre les deux véhicules. Alors, ce qui se passe avec le parc actuel de véhicules, c'est qu'en fait, les véhicules les plus gros, les véhicules les plus raides, ont tendance à absorber moins d'énergie par rapport à leur masse que les véhicules les plus petits. Et ça se traduit dans un choc voiture-voiture par finalement un choc où il y a un gagnant et un perdant. C'est-à-dire que la petite voiture va se trouver dans beaucoup de cas détruite et l'habitacle va être trop déformé pour assurer la survie des occupants. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à un équilibre entre deux véhicules qui, au départ, n'ont pas la même masse et sont donc d'une rigidité différente. En 1996, Renault participait aux essais de la Kratsch. Un prototype mis au point par l'université de Zurich, démontrant qu'il était techniquement possible de mettre au point des petites voitures compatibles. Aujourd'hui, les essais de compatibilité entre différents modèles de la gamme valident la conception de voitures faites pour absorber l'énergie. Pour nous, ce qui est important en matière de compatibilité, c'est bien d'avoir une gestion de l'énergie et de l'effort de réaction de la voiture. Donc l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement une première zone de la voiture qui va être très déformable, donc qui va être capable d'emmagasiner un maximum d'énergie. Ensuite, une fois que chacune des voitures aura emmagasiné sa part d'énergie, ce qui est important, c'est de verrouiller l'intrusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vraiment l'habitacle qui va se transformer en espèce de barrière vraiment indéformable. Alors, après, ce qui est très important, c'est toute la partie habitacle. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, en fait, on a une zone qui va se déformer très peu. Le plancher ici est pratiquement intact. On a également ici des systèmes de protection qui viennent contrôler l'intrusion du berceau. Et toute cette partie-là va rester pratiquement indéformée, même pour des chocs très violents. Mais résister à l'intrusion en rigidifiant l'habitacle d'un véhicule, c'est également imposer aux occupants une décélération plus forte. Et cela n'est possible que grâce à l'efficacité des nouveaux dispositifs de retenue programmés. Ce test de compatibilité va opposer une Twingo et une Laguna. Entre les deux voitures, le rapport de masse est d'1,5. La vitesse de rapprochement des deux véhicules, 100 km/h. Ce qui s'est passé ici, on le voit tout de suite, c'est que l'habitacle de la Twingo est resté parfaitement intact. Donc on a une bonne préservation de l'espace de survie. Et la partie avant de la structure a bien joué son rôle d'absorption d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une déformation en miroir des deux structures. Il n'y a pas d'imbrication, il n'y a pas de perte d'énergie. En fait, la déformation est presque la même que celle qu'elle serait contre un mur rigide. Donc on a vraiment des structures qui ont parfaitement fonctionné l'une en face de l'autre. Donc ça, c'est un des ingrédients essentiels pour une bonne compatibilité. Et l'autre point important, bien sûr, c'est que la Laguna a préservé son espace de survie. Donc là, on voit la déformation de l'avant. Donc on a vraiment le miroir par rapport à Twingo. Donc toute la partie avant, c'est parfaitement bien compacté. Et on a un habitacle qui reste encore avec un bon potentiel de protection pour des chocs de violence supérieure. En matière de compatibilité, si Renault conçoit aujourd'hui des véhicules plus sûrs, l'avenir réside sans doute dans le développement de la coopération entre les différents constructeurs. C comme comportement routier.
Heureusement, tous les automobilistes ne conduisent pas leur voiture comme un essayeur. Mais en matière de sécurité, une bonne tenue de route est fondamentale. Éviter l'accident, c'est d'abord donner au véhicule un comportement routier plus sûr. Dans les bureaux d'études des liaisons au sol, freinage, confort et tenue de route font l'objet de calculs, de simulations, d'analyses et de mesures fines tout au long de la genèse du véhicule. Mais les essais réels sur prototypes permettent de vérifier et d'optimiser les résultats obtenus préalablement par les études théoriques. Ici, au Centre technique d'Aubevoie en Normandie, les ingénieurs, techniciens et essayeurs de Renault testent quelques 400 véhicules par an. En liaison au sol, les mesures effectuées sur banc. Angle de train ou élastocinématique des châssis peuvent être complétées par des mesures très sophistiquées en dynamique sur les véhicules. On y enregistre tous les paramètres influents sur le comportement, le confort ou le freinage. Les pistes d'Aubevoie reproduisent la plupart des profils routiers existants, y compris ceux en mauvais état. Chaussées déformées, bosselées, pavés, ralentisseurs, ornières et autres nids de poules, rien n'est épargné aux voitures qui empruntent ces pistes. Voici l'équivalent d'une route détrempée par la pluie. 1,5 km de virages, de montées et de descentes pour réaliser conjointement avec les manufacturiers de pneumatiques des essais de comportement extrêmes partant de fortes pluies. Sur route mouillée ou très glissante, d'autres épreuves ont pour but de tester l'efficacité du freinage et la stabilité d'un véhicule dans des conditions de faible adhérence. Pour la cinquantaine d'essayeurs que compte le service Prestation Confort Comportement Freinage de Renault, l'éventail des expérimentations qu'ils font subir aux véhicules est très varié. Tests de l'élan ou manœuvres d'évitement à grande vitesse, entre autres, viennent le compléter. Et comme la neige et les routes glacées sont plutôt rares en Normandie, on emmène les voitures dans le Grand Nord pour tester leur comportement dans des conditions extrêmes. En matière de sécurité, avant d'être mise sur le marché, une voiture doit donc subir avec succès de nombreux essais sur des pistes de toute nature, par tous les temps, afin de garantir aux clients un comportement routier irréprochable en toutes circonstances. D comme distance. Dans le cadre de programmes de recherche européens, Renault développe un régulateur de vitesse à contrôle de distance. Confort de conduite, mais aussi surcroît de sécurité, avec un système qui module la vitesse du véhicule selon les conditions de circulation. Grâce aux commandes disposées sur le volant, le conducteur active le système et choisit sa vitesse de croisière. Un radar à l'avant du véhicule analyse en permanence la scène routière et piste les cibles mobiles. Les distances et les vitesses relatives des véhicules sont transmises à un calculateur qui, en fonction de la situation, agit sur le moteur ou les freins pour adapter la vitesse du véhicule. L'interface entre le système et le conducteur se fait par le biais du compteur de vitesse et d'une icône activée lorsque le régulateur prend en compte un véhicule dans son champ d'action. À tout moment, le conducteur peut reprendre le contrôle en appuyant sur l'accélérateur ou sur le frein. Comme le radar détermine les vitesses et les distances des objets qu'il détecte, le calculateur peut différencier les véhicules de l'infrastructure routière. Son champ d'action est de l'ordre de 120 mètres. Exemple d'une voiture équipée du régulateur qui rejoint un véhicule plus lent. Sa distance et sa vitesse relative sont immédiatement mesurées et le système maintient automatiquement une distance de sécurité. En cas d'absence de véhicule, le système reprend alors en compte la vitesse initiale et agit sur le moteur afin d'accélérer. Autre exemple.
Un véhicule se rabat rapidement et déclenche le régulateur. La vitesse de consigne donnée par le conducteur n'est pas modifiée, car celle du véhicule qui précède est nettement supérieure. Très rapidement, la distance de sécurité est obtenue entre les deux véhicules. Autre dispositif de sécurité, le système anti-collision, est une extension technologique du régulateur de vitesse à contrôle de distance. Il permet de détecter les obstacles fixes présents sur la chaussée. Une caméra embarquée complète et corrèle les données avec celles enregistrées par le radar. Elle détecte les lignes blanches et les obstacles. En cas de risque de collision, le système prévient le conducteur et déclenche si besoin est un freinage d'urgence. Fonction complémentaire. Le stop and go peut gérer le déplacement du véhicule dans sa file lors d'embouteillage. Il freine et redémarre à la place du conducteur. Dans les ailes avant, 2 capteurs latéraux de courte portée complètent le dispositif. Souvent dû à des fautes d'inattention, les petits chocs représentent près de 25% des accidents. Au-delà du confort, ce système pourrait améliorer la sécurité de l'automobiliste. Bientôt disponible pour la conduite autoroutière, ces dispositifs sont actuellement à l'étude pour la conduite en ville, où ils seront intégrés à des infrastructures et des systèmes interactifs de gestion du trafic. E comme encastrement. En Europe, sur un total de 25 000 décès causés par les accidents, 4 200 sont dus à des collisions entre voitures et camions. 3 causes majeures sont responsables de cette statistique préoccupante. Premièrement, la masse du camion représente de 3 à 50 fois celle d'une voiture. Deuxièmement, la raideur de la face avant du poids lourd est très supérieure à celle de la voiture qui devra absorber la plus grande partie de l'énergie du choc. Troisièmement, la géométrie de l'avant des deux véhicules présente une différence importante de hauteur par rapport au sol, responsable de l'encastrement de la voiture sous le camion. Si la différence de masse qui existe entre le camion et l'auto est un facteur incontournable, Renault a en revanche mis au point un système ingénieux pour pallier efficacement aux 2 autres facteurs défavorables à la voiture, en inventant le DPEA. Ce dispositif est situé à l'avant du véhicule, derrière le pare-choc et le bouclier avant, et il a pour fonction d'empêcher l'encastrement d'un véhicule sous le camion et d'absorber l'énergie dans le choc de façon à limiter donc la pénétration de la voiture sous le camion. Simple, mais il fallait y penser, et surtout le mettre au point. Aujourd'hui, ça fonctionne, et les évolutions futures perfectionneront encore le système. Situé à l'avant du camion, à la même hauteur que le pare-choc d'une voiture, le dispositif anti-encastrement stoppe le véhicule en préservant la cellule de survie de l'habitacle. Mais en plus, la déformation programmée de la barre et de ses fixations permet d'absorber une partie de l'énergie du choc au profit des occupants des 2 véhicules. Et à la clé, le gain en vie humaine est considérable. Malgré la diversité des véhicules, avec le DPEA, on obtient une sécurité maximale. F comme freinage d'urgence. Aujourd'hui, l'ABS équipe en série la plupart des modèles de la gamme Renault. En situation d'urgence, il régule le freinage en évitant le blocage des roues, optimisant ainsi les distances d'arrêt, à condition de faire fonctionner le système. Des études de comportement ont démontré que de nombreux automobilistes n'exerçaient pas une pression assez forte sur la pédale de frein. D'autres relâchent trop tôt leur effort sur la pédale avant même l'arrêt complet du véhicule. D'un conducteur à l'autre, dans des conditions identiques, les distances d'arrêt peuvent donc varier fortement. À partir de ces constatations, Renault a décidé de développer l'assistance au freinage d'urgence. Ce système permet, via un capteur mesurant la vitesse d'enfoncement de la pédale de frein, de détecter une situation de freinage d'urgence. Un amplificateur génère alors une surpression dans le circuit de freinage, en plus de celle exercée par le pied du conducteur.
la régulation ABS est atteinte plus rapidement et toute la puissance des freins est exploitée. Tant que le conducteur ne relâche pas suffisamment la pédale, la pression reste maximale et l'ABS activé. L'assistance au freinage d'urgence vise ainsi à offrir le même niveau de freinage et donc la même sécurité à tous les conducteurs. I comme Isofix. Dans cette Mégane, un nouveau système de retenue pour enfants vient de subir l'épreuve du crash test. En Europe, dans 60% des cas, ces dispositifs ne jouent pas correctement leur rôle. Pour éviter que le siège ne se déplace lors d'un choc frontal, avec le risque de blessure grave de la tête par l'impact contre le dossier du siège avant, un système de retenue au standard Isofix a été mis au point par Renault. Un groupe de travail international vient d'édicter des règles pour mieux attacher les sièges enfants dans les voitures. Renault s'est inspiré de ces règles pour développer un siège, principalement dos à la route, comme vous le voyez ici, qui va venir se verrouiller sur des attaches qui elles-mêmes sont solidement liées au plancher. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne une meilleure liaison du siège à la voiture, donc meilleure protection en cas de crash, et deuxièmement, une simplicité dans le mode de fixation de ce siège, notamment pour les parents. Plus sûr par son mode de fixation, ce nouveau siège l'est aussi par sa conception, qui prend mieux en compte la morphologie spécifique des enfants de 0 à 4 ans. Il peut être utilisé dos à la route ou face à la route. En cas de choc frontal, la position dos à la route est celle qui offre la meilleure protection aux tout-petits. Jusqu'à l'âge de 2 ans, les enfants présentent en effet une grande vulnérabilité du cou en raison de leur faible musculature et du poids de leur tête. De 2 à 4 ans, le siège Isofix s'utilise face à la route. L'enfant est alors maintenu par un bouclier absorbant sur lequel vient se glisser la ceinture de sécurité. Dans les deux configurations, il est possible de régler l'inclinaison de la coque du siège. Le standard Isofix, dont la généralisation est prévue dans un avenir proche, devrait permettre de réduire de 22% les blessures graves encourues par les enfants de 0 à 4 ans. L comme latéral. Sur la route, les chocs latéraux sont à l'origine de 26% des tués et 17% des blessés graves. Collisions entre voitures ou contre des obstacles fixes sont à l'origine de nombreux traumatismes sur toute la partie supérieure du corps. Avec l'airbag latéral Renault, le conducteur et le passager avant sont protégés de la tête au bassin. Dans l'habitacle, la distance séparant l'occupant de la portière est de moins d'une trentaine de centimètres. Intégré au siège, cet airbag ne met que 2 centièmes de seconde à se gonfler. Et des évents libèrent ensuite progressivement le gaz contenu dans le sac pour mieux amortir le choc. Associé aux dispositifs de protection latérale existants, comme les éléments absorbants dans les panneaux de porte et les structures anti-intrusion, il équipe aujourd'hui l'ensemble de la gamme. P comme place arrière. En s'inspirant de la retenue programmée existant à l'avant, Renault étudie un airbag frontal inédit pour les places arrière. Sa particularité, être intégré à la partie ventrale de la ceinture. Gonflé par un générateur de gaz situé sous le plancher, l'airbag se déploie alors que la ceinture à limiteur d'effort est progressivement libérée pour réduire la pression sur la cage thoracique. Cette technique de pointe originale garantit la parfaite mise en place de l'air. Et encastrement stoppe le véhicule en préservant la cellule de survie de l'habitacle. Mais en plus,
La déformation programmée de la barre et de ses fixations permet d'absorber une partie de l'énergie du choc au profit des occupants des deux véhicules. Et à la clé, le gain en vie humaine est considérable. Malgré la diversité des véhicules, avec le DPEA, on obtient une sécurité maximale. F comme freinage d'urgence. Aujourd'hui, l'ABS équipe en série la plupart des modèles de la gamme Renault. En situation d'urgence, il régule le freinage en évitant le blocage des roues, optimisant ainsi les distances d'arrêt, à condition de faire fonctionner le système. Des études de comportement ont démontré que de nombreux automobilistes n'exerçaient pas une pression assez forte sur la pédale de frein. D'autres relâchent trop tôt leur effort sur la pédale avant même l'arrêt complet du véhicule. D'un conducteur à l'autre, dans des conditions identiques, les distances d'arrêt peuvent donc varier fortement. À partir de ces constatations, Renault a décidé de développer l'assistance au freinage d'urgence. Ce système permet, via un capteur mesurant la vitesse d'enfoncement de la pédale de frein, de détecter une situation de freinage d'urgence. Un amplificateur génère alors une surpression dans le circuit de freinage, en plus de celle exercée par le pied du conducteur. La régulation ABS est atteinte plus rapidement et toute la puissance des freins est exploitée. Tant que le conducteur ne relâche pas suffisamment la pédale, la pression reste maximale et l'ABS activée. L'assistance au freinage d'urgence vise ainsi à offrir le même niveau de freinage et donc la même sécurité à tous les conducteurs. I comme Isofix. Dans cette Mégane, un nouveau système de retenue pour enfants vient de subir l'épreuve du crash test. En Europe, dans 60% des cas, ces dispositifs ne jouent pas correctement leur rôle. Pour éviter que le siège ne se déplace lors d'un choc frontal, avec le risque de blessure grave de la tête par l'impact contre le dossier du siège avant, un système de retenue au standard Isofix a été mis au point par Renault. Un groupe de travail international vient d'édicter des règles pour mieux attacher les sièges enfants dans les voitures. Renault s'est inspiré de ces règles pour développer un siège, principalement dos à la route, comme vous le voyez ici, qui va venir se verrouiller sur des attaches qui elles-mêmes sont solidement liées au plancher. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne une meilleure liaison du siège à la voiture, donc meilleure protection en cas de crash, et deuxièmement, une simplicité dans le mode de fixation de ce siège, notamment pour les parents. Plus sûr par son mode de fixation, ce nouveau siège l'est aussi par sa conception, qui prend mieux en compte la morphologie spécifique des enfants de 0 à 4 ans. Il peut être utilisé dos à la route ou face à la route. En cas de choc frontal, la position dos à la route est celle qui offre la meilleure protection aux tout-petits. Jusqu'à l'âge de 2 ans, les enfants présentent en effet une grande vulnérabilité du cou en raison de leur faible musculature et du poids de leur tête. De 2 à 4 ans, le siège Isofix s'utilise face à la route. L'enfant est alors maintenu par un bouclier absorbant sur lequel vient se glisser la ceinture de sécurité. Dans les deux configurations, il est possible de régler l'inclinaison de la coque du siège. Le standard Isofix, dont la généralisation est prévue dans un avenir proche, devrait permettre de réduire de 22% les blessures graves encourues par les enfants de 0 à 4 ans. L comme latéral. Sur la route, les chocs latéraux sont à l'origine de 26% des tués et 17% des blessés graves. Collisions entre voitures ou contre des obstacles fixes sont à l'origine de nombreux traumatismes sur toute la partie supérieure du corps. Avec l'airbag latéral Renault, le conducteur et le passager avant sont protégés de la tête au bassin. Dans l'habitacle, la distance séparant l'occupant de la portière est de moins d'une trentaine de centimètres.
Intégré au siège, cet airbag ne met que 2 centièmes de seconde à se gonfler. Et des évents libèrent ensuite progressivement le gaz contenu dans le sac pour mieux amortir le choc. Associé aux dispositifs de protection latérale existants, comme les éléments absorbants dans les panneaux de porte et les structures anti-intrusion, il équipe aujourd'hui l'ensemble de la gamme. P comme pneumatique. Comment être sûr d'avoir des pneus correctement gonflés, si ce n'est en vérifiant leur pression régulièrement? Développé dans le cadre d'un partenariat entre Renault et Michelin, un système de surveillance électronique permet de connaître en permanence leur état de pression, très précisément. Contrairement aux équipements déjà proposés sur le marché qui ne détectent qu'un état de crevaison avancé, ce système informe le conducteur dès qu'un défaut de pression est relevé. Des capteurs incorporés dans la valve de gonflage mesurent régulièrement la pression interne de chacun des pneumatiques. Via un calculateur, le tableau de bord affiche les défauts éventuels. Orange pour une pression nécessitant un contrôle. Rouge pour un défaut de pression important. Et enfin rouge avec témoin de crevaison lorsqu'il faut remplacer la roue. Lors du démarrage ou dans ces différentes situations, le système peut afficher la valeur de pression de chaque pneumatique. En roulage, cet outil intelligent est également capable de différencier un réel défaut de pression d'une simple variation due au travail du pneu ou bien encore de vérifier la bonne adéquation de la pression avec la vitesse du véhicule. Perte d'adhérence, déjantage ou crevaison sont souvent dues à une pression inadaptée. 6% des accidents mortels sur autoroute résultent de l'éclatement d'un pneu. En matière de sécurité, ce système est donc un instrument très important de prévention des accidents. R comme retenue programmée. Sur la route, les collisions frontales sont les plus meurtrières. Chaque année, elles provoquent 47% des morts et 69% des blessés graves. Si le raidissement de la structure des véhicules diminue les risques sur les membres inférieurs, il provoque en revanche une augmentation sensible des contraintes exercées sur la partie supérieure du corps. La décélération est plus forte et lors d'un choc violent, la ceinture elle-même peut provoquer des lésions thoraciques. Premier constructeur mondial à introduire les prétensionneurs pyrotechniques de boucle sur l'ensemble de sa gamme, Renault innove en 1995 en développant sur Mégane le système de retenue programmée ou SRP. C'est une ceinture de sécurité à limiteur d'effort. Lors du choc, elle est progressivement libérée pour réduire la pression exercée sur la cage thoracique. En 1998, Renault innove encore en équipant l'ensemble de sa gamme d'airbags à évent piloté. C'est la deuxième génération du système de retenue programmée. L'objectif, limiter et répartir encore plus les efforts sur le thorax et la tête en utilisant l'airbag de manière plus active dans la retenue. Au moment du contact avec le coussin, des évents libèrent progressivement le gaz contenu dans le sac. Le nouveau limiteur d'effort à barre de torsion de la ceinture entre en action. Et le sac joue un rôle d'amortisseur jusqu'à la fin du choc. Ce système de retenue coordonne ainsi déjà de manière plus intelligente les actions de la ceinture et de l'airbag. Lors d'un choc frontal à 56 km/h, on constate une baisse de 60 à 70% des contraintes exercées sur la partie supérieure du corps. Aujourd'hui, Renault améliore encore cette technologie en développant la ceinture et l'airbag adaptatif. Cette première mondiale associe un airbag à volume variable et une ceinture dotée de 2 prétensionneurs. À nouveau, airbag et ceinture se complètent, de façon à mieux doser et répartir l'énergie de retenue des occupants, mais cette fois en fonction de l'intensité du choc et de la taille du conducteur. Début du choc. Le prétentionneur de boucle se déclenche. Dans les 10 premiers millièmes de seconde, le système évalue la gravité de l'impact.
S'il est peu sévère, seul l'airbag de faible volume se déploie afin d'amortir le contact éventuel de la tête avec le volant ou la planche de bord. En cas de choc plus sévère, pour restreindre l'avancée du bassin de l'occupant en le plaquant sur son siège, le second prétentionneur de ceinture complète le premier. L'objectif, réduire de manière très importante les lésions aux jambes et aux pieds. Le second générateur de gaz entre en action et gonfle le deuxième volume de l'airbag, minimisant ainsi les risques de lésions thoraciques. L'enjeu de ce nouveau système de retenue est de limiter les effets secondaires liés au déploiement de l'airbag ou à la tension de la ceinture lors de chocs à vitesses intermédiaires, mais surtout d'offrir une protection accrue en cas de choc plus sévère. S comme sage. Une micro-caméra, un système de traitement d'image, un moteur électrique et un superviseur qui gère le tout. Voilà les principaux composants techniques de SAGE ou système d'aide à la gestion de trajectoire. Comme son nom l'indique, SAGE a pour objectif d'aider le conducteur à maintenir son cap. La caméra filme la route, pendant que le système de traitement d'image analyse la position du véhicule en fonction du marquage au sol. Si la voiture se rapproche trop de la bande blanche et risque de sortir de sa voie, le superviseur définit les corrections à apporter pour redresser la trajectoire. Un moteur électrique monté sur la colonne de direction transmet des vibrations dans le volant pour alerter le conducteur et un couple appliqué lui indique le sens des corrections à apporter. SAGE se définit comme une assistance à la conduite. À tout moment, le conducteur reste maître de son véhicule. S, comme scénario accidentogène. Dans le domaine de la sécurité primaire, le lab a pour mission de fournir aux deux constructeurs PSA, Peugeot, Citroën et Renault des données sur les scénarios accidentogènes, données qui sont nécessaires pour la conception de systèmes de sécurité active. Ces systèmes doivent aider le conducteur lorsqu'il en a effectivement besoin en situation d'accident et ne pas le gêner dans les autres situations. Nous cherchons donc à caractériser le comportement de conducteurs lambda, à la fois dans des situations accidentogènes et dans des situations normales de conduite, par des expérimentations qui peuvent être soit sur simulateur de conduite, soit sur piste d'essai. À titre d'exemple, à l'occasion d'une expérimentation sur simulateur, nous avons cherché à recréer des scénarios d'accident fronto-arrière. Lors de cette expérimentation, nous avons étudié le comportement de 114 conducteurs en situation d'accident fronto-arrière. Toutes ces personnes ont dû passer une visite médicale de contrôle pour s'assurer qu'ils ne présentaient pas de contre-indication pour la conduite sur simulateur, et un test visuel complet était réalisé à cette occasion. Après un premier parcours de familiarisation avec le simulateur, on demandait aux sujets de conduire sur route nationale pendant une vingtaine de minutes et on les confrontait à une situation accidentogène à la fin de ce parcours. On est ici dans la première configuration avec un véhicule caché derrière ce sommet de côte qui roule à vitesse réduite. Vous avez ici une vue de l'image projetée devant le sujet dans le simulateur, ici une vue du visage de la personne, de la position de ses mains sur le volant et de ses pieds sur les pédales. On va voir la scène au ralenti. On constate que la personne va percevoir très tôt le véhicule adverse et déplacer son pied sur la pédale de frein, venir rechercher le volant, actionner le clignotant, et après un premier coup de volant, elle va contrebraquer relativement fort, ce qui va lui faire perdre le contrôle de son véhicule. On voit la main de l'expérimentateur qui vient bloquer le volant pour éviter tout retour de couple. Vous lâchez le volant, lâchez-le. Alors les enregistrements numériques que nous avons réalisés pendant l'expérimentation vont nous permettre d'analyser beaucoup plus finement les actions de freinage réalisées par les personnes, et notamment par ce sujet. Et on voit ici à l'écran, en vert représenter la course d'enfoncement de l'accélérateur et en rouge l'enfoncement de la pédale de frein. On constate que la personne a mis 1,5 secondes pour passer de l'accélérateur au frein et a enfoncé la pédale de frein relativement lentement, ce qui a fait qu'elle n'a pu éviter l'accident. Après son essai, chaque conducteur passe un entretien avec un psychologue qui lui demande de décrire dans l'ordre chronologique avec le plus de détails possible ses perceptions, ses interprétations et ses actions. Cette étude nous a par exemple permis de caractériser le comportement des conducteurs sur leur pédale de frein et notamment ici à l'écran
d'obtenir la répartition des vitesses d'enfoncement pédale de frein dans les différentes situations. Ce type d'étude, de manière plus générale, nous permet d'obtenir des informations utiles pour la spécification de systèmes de sécurité active tels que les assistances au freinage d'urgence ou les systèmes anti-collision. S comme simulation. Tout au long de l'année, des milliers de camions parcourent le globe au sein d'un trafic de plus en plus dense. Pour former les professionnels de la route, la conduite sur véhicule école, bien que nécessaire, n'est plus suffisante dans les situations extrêmes. De plus, elle est onéreuse. Aujourd'hui, avec le simulateur de conduite Trax, Renault Véhicule Industriel recrée à l'intérieur de la véritable cabine d'un premium l'environnement et les sensations de la conduite d'un poids lourd. Son but, permettre aux conducteurs en formation, à un moindre coût et avec une sécurité totale, d'appréhender un maximum de situations dans un temps minimum. Depuis un poste de commande, un instructeur dirige l'exercice en définissant les différents paramètres environnementaux, le choix du site, du trafic routier et les conditions atmosphériques. L'ordinateur enregistre les moindres faits et gestes du conducteur. Des vérins électromagnétiques reproduisent les mouvements de tangage, de roulis, d'accélération et de freinage. Et des actionneurs mécaniques restituent le retour d'effort sur le volant et sur le levier de boîte de vitesse. Enfin, de grands écrans panoramiques frontaux créent une forte impression visuelle, complétée par de petits écrans de rétrovision. Ainsi, le conducteur débutant pourra traverser une bourgade avec ses différents pièges. Encombrement, signalisation, limitation de vitesse, priorité, ou encore se retrouver en rase campagne par temps de brouillard, en haute montagne en plein hiver ou en plein été. Attention au dérapage, mais ici il sera toujours possible de recommencer. T comme tête. Lors d'un choc arrière, le dos de l'occupant est retenu par le siège du véhicule et son cou protégé par l'appui-tête. S'il est trop éloigné ou insuffisamment relevé, la tête rejetée vers l'arrière étire le cou. Les lésions cervicales entraînées par le cou du lapin sont fréquentes et parfois longues à guérir. Installé sur l'ensemble de la gamme, l'appui-tête Optimate a des tiges de forme courbe qui permettent de le maintenir au plus près de la tête. De plus, la grande longueur de ces tiges permet d'adapter cet appui-tête même au plus grand. L'armature de ce dispositif, placée toujours au-dessus du centre de gravité de la tête, optimise le contrôle du cou du lapin lors d'un choc. La conception particulière de cet équipement fait que sa position de confort pour l'occupant est aussi celle qui offre la meilleure protection. Facile à régler, confortable, cet appui-tête devrait réduire de 35 à 45% le nombre de lésions cervicales en cas de choc arrière. T comme transparence.
Ça se passe très mal, parce qu'il y en a un en siège auto, et les autres normalement devraient être sur des réhausseurs, mais ils ne veulent pas y rester. Avec la double ceinture, et puis ce petit système là, qui permet d'attacher la ceinture de manière très sécuritaire. C'est forcément des sièges auto pour les deux plus petits. Normalement il faudrait les attacher, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Il a sa ceinture, donc il est en sécurité je pense. Ouais, je les attache pas. They're just the regular seat belts we use. Je suis à pied, je suis un piéton. Un réhausseur pour son âge. On prend l'autobus. On a une petite voiture qui ne nécessite pas des sièges réhausseurs. On ne l'attache pas parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, c'est sur une vieille Méhari et on n'a pas de ceinture, on n'a rien. La route, synonyme de danger pour beaucoup d'enfants. En 1992, plus de 81 000 enfants ont été blessés en Europe, 1196 ont trouvé la mort. Pourtant, depuis le 1er janvier 1992, il est obligatoire d'attacher les enfants de moins de 10 ans en voiture. Une loi trop souvent ignorée par les parents. Résultat, en cas d'accident, les conséquences sont lourdes. Dans la grande majorité des cas, ces enfants présentent des lésions au niveau de la tête, qu'il s'agisse de lésions cérébrales ou de lésions de la face. Ensuite, il va falloir faire une différence entre les enfants qui sont ceinturés et les enfants qui ne portent pas de ceinture. Ceux qui ne portent pas de ceinture présentent dans 40% des cas, ce qui est important, des lésions au niveau des membres inférieurs, membres supérieurs. Lorsque l'enfant est ceinturé, ce pourcentage redescend aux alentours de 15%. Mais dans les deux cas, on retrouve des lésions au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, lésions qui peuvent être très graves, lésions hépatiques, lésions de la rate, lésions du pancréas et quelques lésions au niveau du bassin. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la durée d'hospitalisation et surtout les suites vont être très longues et que dans un certain nombre de cas non négligeables, on va garder des enfants avec un handicap relativement lourd. Bon, je ne parle pas des rares cas de traumatisme du rachis, mais ces enfants qui peuvent être alors victimes d'une paraplégie, d'une tétraplégie, vont être des handicapés à vie. CHU de Nantes, service pédiatrie. Sophie Guillard est orthopédiste, sa spécialisation, les enfants. La grosse différence entre un enfant et un adulte, c'est sa taille. Vous voyez qu'un enfant de 8 mois est petit, à 4 ans, l'enfant mesure 1 mètre. Donc c'est vraiment un petit modèle par rapport à l'adulte. Et le poids est réparti de façon différente chez un enfant que chez un adulte. En particulier, la tête représente une masse très importante et qui est rattachée au corps par le cou. Et donc la colonne vertébrale cervicale qui est très souple, qui est très cartilagineuse chez l'enfant et sujette à des traumatismes souvent beaucoup plus sévères que chez l'adulte. La sécurité, Renault s'y intéresse depuis plus de 30 ans. Médecins et ingénieurs travaillent main dans la main. Ils ont observé, reconstitué et analysé très tôt toutes sortes de collisions. C'est l'époque des premiers essais de choc qui permettent déjà de mesurer le comportement des véhicules en situation extrême. Petit à petit, ces équipes ont réussi à mieux comprendre les conséquences des chocs subis par l'adulte. Mais la sécurité de l'enfant restait un problème. Il y a encore 4 ans, la connaissance dans ce domaine était somme toute limitée. Sur ces 14 000 cas réunis en 25 ans,
Nous avons beaucoup de cas d'enfants non protégés, mais nous n'avons que 40 cas d'enfants qui utilisaient un système de protection, ce qui était vraiment fort peu. D'où l'idée de dire, eh bien, si tout seul on n'y arrive pas, mettons-nous au travail avec tous ceux qui voudront coopérer avec nous, et ce fut la proposition de créer une task force internationale pour améliorer les systèmes de retenue pour enfants. Apporter des réponses concrètes aux problèmes de la sécurité des enfants, c'est l'objectif de ce groupe de travail mis en place par Renault. Chercheurs, accidentologues, médecins et constructeurs étudient ensemble les réactions de l'enfant en voiture. Les mannequins sont bien sûr des outils indispensables à leur recherche. Nous apprenons différentes choses avec chaque mannequin. Chacun d'eux est étudié pour faire des mesures différentes. J'ai près de moi l'un des plus perfectionnés. Ce mannequin est doté de capteurs d'accélération dans la tête, de détecteurs de charge dans le cou. Il y a d'autres capteurs d'accélération dans sa poitrine. Il a aussi des indicateurs de charge dans les épaules et dans l'entrejambe. Nous pensons que les conditions sont assez fidèlement reproduites. Nous pouvons modifier les mannequins de manière qu'ils se comportent exactement comme un enfant projeté dans une certaine direction. Mais cela implique la connaissance de données biomécaniques très spécifiques sur les enfants qui sont assez difficiles à trouver. Ces reproductions les plus fidèles possibles jouent un rôle capital dans les reconstitutions d'accidents. Au cours d'un choc violent, chaque partie du corps de l'enfant est étudiée avec précision. Les données recueillies lors d'un essai de choc sont enregistrées pour être ensuite analysées à l'aide d'un ordinateur. Le logiciel que j'utilise a permis de numériser des images prises lors du crash test. On analyse le mouvement du siège dos à la route dans le véhicule. On peut voir ici le véhicule sur le siège dos à la route, sur lequel on a posé des mires, et le système permet la reconnaissance automatique de ces mires au cours du temps. Cette analyse permet donc de mieux appréhender le comportement du siège et du mannequin dans la voiture. La simulation mathématique viendra compléter l'analyse. Plusieurs paramètres pourront alors être étudiés à l'intérieur de la voiture, un système qui multiplie les essais en un temps record. Ces travaux ont permis de définir quelques règles simples pour une protection optimale. C'est le concept dos à la route. Pourquoi dos à la route? Parce qu'on s'est aperçu dans le groupe international sur l'amélioration des dispositifs de retenue enfant qu'il était important de protéger les enfants au moins jusqu'à 2 ans dos à la route. Des cas d'accident nous ont montré que des enfants qui étaient installés face à la route avant 2 ans avaient des lésions au niveau du cou. Donc on a été amené à créer ce dispositif dos à la route. Pourquoi? Parce que les efforts sont répartis tout au long de la tête et du corps de l'enfant, ce qui est d'avoir des mouvements relatifs entre la tête et le thorax, et limite les efforts et les contraintes qu'on peut avoir au niveau du cou. Alors, ce principe est le même que celui réalisé chez les cosmonautes lors du décollage. Les charges sont très importantes et on répartit l'ensemble de ces charges sur le corps du cosmonaute pour diminuer les contraintes locales qu'on peut avoir au niveau du cou. Reste à familiariser l'enfant avec ce type de protection. Pas toujours facile de changer les habitudes, une question d'éducation en quelque sorte. S'ils ont eu l'exemple dès le départ, vraiment, le conditionnement, en quelque sorte, est installé et par conséquent, il n'y a plus de problème. Par contre, il est évident que si on n'a pas installé ce réflexe dès le départ, effectivement, les enfants ont un sentiment de non-liberté lorsqu'on leur met cette ceinture de sécurité ou qu'on les installe dans des sièges. Donc, il est très important de dire pourquoi nous, on le fait et de le faire tout le temps en tant que parents et puis ensuite de leur expliquer pourquoi c'est important pour eux. Je pense qu'on peut très facilement expliquer aux parents la nécessité d'attacher l'enfant, car on sait que les accidents mortels sont des enfants éjectés. Et par ailleurs, je pense effectivement que le médecin peut être prescripteur et surtout, je crois qu'il doit être conseillé auprès de la maman et du papa pour la sécurité de l'enfant. Je pense qu'il est essentiel d'apprendre aux parents à se servir de leur siège bébé.
et de leur faire connaître les différents aspects du problème de la sécurité. Éduquer les enfants en sensibilisant les parents. Le but, les conduire à choisir la meilleure protection possible et à l'utiliser correctement. C'est le rôle du médecin, mais également celui du constructeur. Nous proposons en tant que constructeur automobile une gamme de dispositifs de retenue qui permettent d'assurer la sécurité des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Alors pour les plus petits, de 0 à 3 ans, nous proposons un dispositif dos à la route, qui est le type de dispositif qui assure un maximum de protection pour les enfants. Alors il est fixé dans sa partie arrière par une jambe de force qui évite le basculement du siège vers l'avant en cas de choc frontal. De plus, il est retenu par la ceinture de sécurité du véhicule, comme tous les autres dispositifs de retenue. Et bien évidemment, il faut retenir l'enfant. Donc la retenue se fait à l'aide de ce petit harnais à 4 brins. Alors pour les enfants un peu plus grands, à partir de 3 ans environ, nous proposons un réhausseur. Mais en dehors de ces deux dispositifs, nous avons une autre gamme. Nous proposons par exemple un petit siège dos à la route pour les bébés de 0 à 9 mois. Nous proposons un siège de type bouclier qui peut être utilisé en place centrale arrière avec la ceinture 2 points. Et puis nous avons aussi un dispositif classique face à la route avec un harnais. Nous avons choisi ceux que nous avons estimés être les plus performants, à la fois sur la base d'essais de choc et sur la base de leur adaptation dans nos véhicules. Voyager avec son enfant en toute sécurité, mais en préservant le confort et la communication, des valeurs essentielles à ne pas négliger. En tant que médecin, je sais que la sécurité permise par ces sièges est meilleure. Donc en tant que médecin, je ne peux être que favorable à ce procédé. En tant que psy et en tant que mère, je le répète, je suis un petit peu plus, en effet, réservée. Sur le siège arrière, s'il c'est plus prudent au niveau médical, c'est vrai qu'il faut tenir compte de cet argument. Et peut-être peut-on envisager des moyens pour que la communication soit possible ou en tout cas éventuellement réalisable. On a mis au point un système de double rétrovision où le conducteur, donc même si un adulte est seul dans une voiture, le conducteur peut très facilement surveiller un enfant dans un siège dos à la route en place arrière. Et par un simple coup d'œil, quelque chose qu'on fait naturellement quand on conduit, on va pouvoir voir son enfant. Et pour les plus grands enfants, les enfants pourront voir le regard de leurs parents. Pour le confort, il est important que l'enfant se sente bien dans son siège. Donc il faut pouvoir développer des outils qui, une fois qu'ils seront étudiés en termes de sécurité, pourront être testés avec de vrais enfants. Ce qu'on sait, c'est qu'ils craignent en général le voyage, ils redoutent un petit peu la coupure avec l'environnement familial. Globalement, c'est une expérience qui est assez mal vécue. Ils redoutent de perdre un statut, une autonomie qu'ils ont à la maison. Dans leur voiture idéale, ils recherchent un peu la maison roulante, avec des choses un peu luxueuses, exceptionnelles, comme dans les rêves d'enfants. C'est la voiture magique. La sécurité de l'enfant est aujourd'hui une préoccupation majeure pour les constructeurs automobiles. Des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine. Une étape, la route est encore longue. Si on veut améliorer les choses, c'est un travail d'équipe, c'est un travail en commun. Pour diminuer le risque de lésion de ces enfants lors d'un accident de voiture, eh bien il faut connaître les lésions que présentent ces enfants, il faut en connaître le pronostic, il faut connaître le type d'accidents les plus fréquents, et puis il faut connaître la résistance de la voiture et quels sont les moyens que l'on peut employer pour essayer de protéger l'enfant à l'intérieur de la voiture. Donc le constructeur tout seul, ma foi, il peut renforcer sa voiture, mais il ne saura pas exactement ce qu'il faut faire, et c'est véritablement, je crois, un travail d'équipe et c'est un travail national. Je me sens pleinement prescripteur de ce que nous faisons ensemble avec donc, le corps médical, entièrement prescripteur et comptable et responsable. C'est ma mission. Si j'ai un rôle chez Renault et si je suis payé pour quelque chose, c'est bien pour faire. Ma mission, c'est bien de faire que tout ceci s'inscrive et aussi vite que possible dans la conception du produit.